Ils ont du patrimoine, ils sont très riches. Enfin, la retraite, c'est rien, c'est un argent de poche pour eux. C'est pas ça qui leur assure leur retraite. Alors il nous dit, regardez, on va pas travailler plus longtemps, 40% des gens partiront à la retraite avant 64 ans. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, il y a 40% des gens qui partent à la retraite avant 62 ans. Ah oui, c'est ça. Donc, je vois pas en quoi il y a un gain. Le fond, c'est quand même une réforme dure, tout le monde l'a très bien compris, c'est pour ça que les gens y sont opposés. Et puis on sort quelques gadgets comme ça pour faire passer la pilule. Or là, c'est un vrai mensonge. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Donc rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendant ne peut se faire sans vous et on arrive bientôt avec de nouvelles annonces. Restez connectés. Au programme aujourd'hui, Elisabeth Borne a été interviewée dans l'émission L'événement de France 2 pendant 45 minutes et la Première ministre avait pour but d'expliquer et de convaincre sur le sujet de la réforme des retraites. Évidemment, on va vous décrypter tout ça, c'est l'Instant Porcher. On a regardé l'émission L'événement sur France 2 avec Thomas jeudi dernier où Caroline Roux a reçu Elisabeth Borne. 45 minutes où la Première ministre tente de convaincre sur la nécessité de faire la réforme des retraites. On va vous décrypter tout ça avec Thomas, bien sûr. Une longue interview où on a l'impression que la Première ministre n'a pas vu l'énorme mobilisation, car pour avoir regardé le discours de la présentation de la réforme il y a quelques semaines, on n'a pas vraiment appris plus. Et Elisabeth Borne campe sur la volonté, je cite, de préserver le système de répartition auquel elle tient personnellement. Elle l'a dit, on va regarder un petit extrait. Mais vous leur dites, cette réforme, j'y tiens, elle se fera. Je leur dis que c'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition. Et je le redis, moi j'entends que demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, ça n'est pas simple. Je sais aussi que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. Et donc, on ne peut pas demander la même chose à chacun. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit, dans la concertation avec les organisations syndicales et patronales, avec les différents groupes parlementaires, le projet que j'ai présenté le 10 janvier. Thomas, première question un peu générale. Comment tu as trouvé l'interview d'Elisabeth Borne jeudi dernier ? J'ai trouvé qu'elle était très évasive sur beaucoup de points. En fait, il y a des points qui sont certains. Les points qui sont certains, c'est qu'on va décaler l'âge de départ à la retraite et qu'il va falloir travailler plus longtemps, ça c'est certain, qu'il y a des déficits, hein, ça aussi c'est certain, et donc il faut faire cette réforme. Et puis après, il y a d'autres points où on va discuter, on va voir. Il y a une rhétorique qui vise à faire comme si des cas particuliers étaient des généralités, en prenant un exemple, en disant voilà, regardez, donc telle personne va en bénéficier. Donc il y a une volonté en fait, et consciemment, de faire passer quelque chose de difficile, en donnant des petits exemples comme ça, et en étant clairement, mais là on n'est même plus à la limite, en étant clairement dans le mensonge sur beaucoup de points. Donc moi je pense qu'elle sait très bien que cette réforme est difficile, elle sait très bien que les gens ont compris qu'il fallait faire des économies. Elle a beau nous sortir, comme on l'a vu dans la vidéo, qu'elle veut sauver le système de répartition. Bah, bizarrement, ce n'était pas le cas en 2017 quand elle a rejoint Macron, parce que Macron il voulait en finir avec le système de répartition pour passer à la retraite à point. Donc là on nous ressort, oui, on est attaché à ce système, c'est pour ça qu'on veut le sauver, alors qu'il y a 2 ans on ne voulait pas le sauver, on voulait complètement le mettre à plat. Donc on sent qu'il n'y a plus du tout de crédibilité là-dessus. Il n'y a plus du tout de crédibilité et on essaye de mentir clairement en prenant des petits exemples comme ça, en utilisant des termes qui veulent dire une chose, en disant par exemple ça concerne ce type de personnes, mais dans les gens que ça concerne, ça ne bénéficiera qu'à un petit nombre. On va dire les 1 200 €, ça concerne ceux qui sont à la retraite minimum. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire que les 4 millions de personnes qui sont à la retraite minimum vont toucher les 1 200 €. Ça veut dire qu'une petite partie de ceux-là, selon un certain nombre de conditions, carrière complète, au SMIC, etc., pourront le toucher. Mediapart a calculé, ça toucherait 48 personnes. Et voilà, donc on est vraiment, dans cette façon de manier le propos, hein, le langage, pour faire comme si ça allait concerner un grand nombre de personnes, alors que ça concerne toujours des gens qui sont des cas très particuliers dans l'exception et qu'on aimerait faire croire que ces cas-là se généraliseront, ce qui est faux. On va prendre plusieurs thèmes, on va regarder un premier extrait. Il s'appelle Pierre-Louis Bras. Il est président du Conseil d'orientation des retraites. Et lui, il dit « Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées ». Donc quand les Français entendent ça, ils se disent « Pourquoi il y a eu le quoi qu'il en coûte pendant des mois et pourquoi le quoi qu'il en coûte, ça ne marcherait pas quand il s'agit des retraites pour trouver 12 milliards ?» Ce n'est pas 12 milliards une année et un retour à l'équilibre après.
c'est structurellement, année après année, les déficits qui vont s'accumuler. Et si on peut projeter peut-être quelques courbes... Vous êtes venu avec une courbe qui représente le déficit il avant est en déficit, et après la réforme. Et un système en déficit, c'est son avenir qui est menacé. Donc on doit, effectivement, les dépenses de retraite n'explosent pas. Monsieur Bras a raison, mais les recettes ne sont pas là. On l'a vu, la Première ministre montre une courbe avec un déficit de 13,5 milliards par an. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution de ce déficit? Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'elle nous montre un déficit en milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle chez les atterrés l'effet Dracula. C'est-à-dire qu'on vous montre ça, ouh là là, regardez, c'est un déficit qui se creuse. Vous savez, un déficit, il faut toujours le mettre en rapport de quelque chose. Parce que quand vous le dites en milliards comme ça, il faut le mettre, je sais pas, en pourcentage de PIB, par exemple. Et là, vous vous rendez compte que dans les 10 ou 15 prochaines années, le PIB va aussi augmenter. Donc, vous voyez, si vous avez le PIB qui augmente et que le déficit qui augmente, le déficit en pourcentage de PIB, il est parfois le même et parfois il peut se réduire. Donc, il faut toujours regarder ce déficit par rapport à une création de richesse ou par rapport à ce que vont représenter les retraites à ce moment-là et faire un pourcentage. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc là, il y a une volonté vraiment de faire peur. On commence d'ailleurs, l'émission commence par ça. Le déficit, il faut faire peur. Regardez, c'est catastrophique. Attendons, rapportons ce déficit au PIB, parce que le PIB va augmenter en 10-15 ans. Et donc le déficit va être en pourcentage de PIB probablement quasiment équivalent ou sur la largeur du trait, et pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment un effet pour commencer à neutraliser les gens en disant, regardez, la situation est grave. Alors qu'elle n'est pas si grave que ça. L'argument de la majorité, c'est de dire oui, mais on fait quelque chose pour le long terme. Elle dit, le déficit est là, plus tard sera faite la réforme, plus ce sera difficile et brutal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? La réalité, c'est pour déjà, on est en excédent cette année. Le moment est très mal choisi parce que les Français ont, on va dire, un travail qui ne permet plus aujourd'hui de les maintenir au même niveau de vie qu'il y a un an avec l'inflation. Le pouvoir d'achat diminue. Donc là, on va leur dire que dans ces conditions de travail qui se détériorent sous leurs yeux, sans parler de la qualité du travail, qui est une des plus mauvaises d'Europe, parce que partout ça s'améliore, sauf chez nous. Donc quand on regarde la qualité du travail, le pouvoir d'achat du salaire qui diminue, et là vous dites aux gens qu'il va falloir travailler 2 ans de plus, faire un effort supplémentaire, c'est pas concevable. Et pourquoi ils le font là ? Maintenant, et je me souviens qu'ils ont quand même cette obsession sur les retraites depuis longtemps. Parce que, rappelons-nous une chose, la première réunion sur le Covid, avant le premier confinement, il y a une réunion avec le Covid avec M. Philippe, ce qu'ils avaient parlé à l'époque, c'est des retraites. Vous voyez, à peine on est sorti du premier confinement, il s'interrogeait sur les retraites. Macron, il a parlé que des retraites quasiment, en jouant bien sûr le jeu « je suis face à Marine Le Pen », etc. Mais c'était l'argument des retraites parce qu'il savait qu'il pouvait le jouer à ce moment-là. Donc c'est une obsession. Et pourquoi c'est une obsession ? Parce que c'est des promesses qui ont été faites à la Commission européenne. C'est des promesses contre le plan de relance, c'est des promesses de réformes structurelles qui sont faites. Voilà, il y a des promesses et puis il y a une vision derrière aussi de Macron qui n'aurait probablement pas besoin de l'Europe pour les faire, une vision libérale qui fait que la retraite par répartition, la gestion des retraites par répartition, surfinancement des cotisations, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour eux. Il faut passer à un autre système. Et quand on décale l'âge de départ à la retraite, on ouvre la voie à la capitalisation en fait, pour les plus riches. Donc on ouvre la voie à l'individualisation des retraites. Je cite encore Elisabeth Borne, elle dit « C'est ma responsabilité de dire la vérité. Si on ne fait rien, le système ne sera pas à l'équilibre. On sera amené à baisser les pensions et ou augmenter les impôts. Les cotisations, ça va casser la dynamique de création d'emplois. Donc cela va baisser le pouvoir d'achat et augmenter le chômage. » Je me fais un peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça du coup ? Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il est vrai que les pensions vont diminuer. Même si on ne fait rien, les pensions vont diminuer. Parce que notre génération a plus de carrière hachée que l'ancienne génération. Donc ça va diminuer, ça c'est clair et net. Mais la réforme que proposent Macron et Borne va les faire encore plus diminuer. Donc ça ne répond en rien à la problématique de base, ça la détériore même. Ça rend le problème encore plus fort. Après, sur les cotisations, là où elle se trompe, c'est que, vous savez, on a eu de plus en plus de retraités par rapport aux actifs ces 50 dernières années. Comment on a fait pour maintenir notre système de répartition ? On a tous cotisé dans la joie. On a augmenté les cotisations, on a donné une plus grosse part de notre PIB qu'on a consacré aux retraites. Le choc démographique qui est devant nous est un choc qui est extrêmement faible. Donc on pourrait faire finalement la même chose. Et après cette idée que quand il y a plus de cotisations, il y a du chômage, il n'y a pas beaucoup de consensus là-dessus. Il y a des pays qui ont des fortes cotisations, qui ont des chômages faibles. Il y a des pays qui ont très peu de cotisations et qui ont des chômages élevés. Donc il n'y a pas de lien évident. Mais là, c'est une façon en fait, de fermer toutes les portes au débat pour dire qu'à la fin, vous regardez, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est la voie de Macron. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres voies possibles, des voies qu'on a fait dans le passé, et puis il y a des vérités qui ne sont pas des vérités, comme le lien entre cotisation et chômage, ce qui est parfaitement faux. Et d'ailleurs, je rappelle une chose, c'est que le CICE
c'est des baisses de cotisations sur les bas salaires qui devaient créer 1 million d'emplois et qui n'ont pas créé 1 million d'emplois. Donc ça fait des années qu'on nous parle de ça. Ça fait longtemps déjà que sur les bas salaires, il y a des baisses de charges parce que ça allait créer soi-disant de l'emploi. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait une trappe à pauvreté où on préfère embaucher des employés à faible salaire parce qu'on a des exonérations. Et donc après, on va se plaindre que les gens ont des faibles salaires. Et puis ça n'a jamais créé les millions d'emplois qu'on nous a promis, bien au contraire. Pourquoi les recettes ne sont pas là? Parce qu'il y a une réalité démographique dans notre pays. Un système de retraite par répartition, c'est que ce sont ceux qui travaillent, les actifs, qui payent des cotisations pour payer les pensions des retraités. Dans les années 70, il y avait 3 actifs pour financer la pension d'un retraité. Au début des années 2000, on avait 2 personnes pour financer la pension d'un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 et demain, on va continuer à avoir moins d'actifs pour financer les pensions des retraités. Donc, je le redis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a moins d'actifs, il y a moins d'argent. Donc, soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, on augmente les impôts. Et là, on casse toute la dynamique de création d'emplois. 1,7 million d'emplois créés depuis le début, depuis 2017. Tout ça, ça veut dire un taux de chômage qui baisse, un taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. Et moi, je crois que pour notre pays, le plein emploi, c'est fondamental. Elisabeth Borne, elle montre ces chiffres. Donc en 1960, il y a 4 actifs pour un retraité. En 2023, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Et en 2050, on prévoit 1,2 actifs pour un retraité. Est-ce qu'on fait face là à un problème démographique comme le prétend Elisabeth Borne? Non, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, là. Ce qui est assez marrant, c'est que tu l'as bien dit, on va le répéter. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. En 2023, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Donc vous avez vu déjà, comme on a drastiquement changé le rapport entre actifs et retraités. Et là, ce qui va mettre à terre notre système de retraite par répartition, c'est le passage de 1,7 actifs à 1,2 actifs en 2050. Vous vous rendez compte? Donc dans 30 ans. C'est ça, c'est juste ce petit changement. Alors que dans le changement qui est derrière nous, le choc démographique qui était derrière nous, c'était un grand changement. Et on a réussi à s'en sortir, comme j'ai dit, en cotisant plus, en augmentant la part de richesse que l'on donne aux retraités, parce qu'il y a plus de retraités. Et là, il y en aura encore plus, c'est normal de leur en donner un peu plus. Voilà, c'est tout. Mais le vrai choc démographique est derrière nous. On l'a déjà passé. Ce qui est devant nous, c'est un mouvement de 1,7 à 1,2 sur 30 ans. Enfin, ça va, on peut l'encaisser. Sachant que la productivité augmente, enfin, je veux dire, sachant qu'on est dans un pays où les richesses augmentent. On n'est pas dans un pays pauvre, on n'est pas dans un pays où les richesses sont stables. Donc on peut quand même supporter ce choc. Et là, on dit non, on ne peut pas le supporter. Donc il faut dès maintenant, dès aujourd'hui, faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps. Donc il y a des gens là, ils sont à la retraite dans 3-4 ans, ils vont devoir travailler plus longtemps. Ce qui mine quand même tout ça, je veux dire, il faut bien l'avoir en tête. Notre système de répartition, c'est un contrat entre jeunes générations et retraités. Il y a des gens qui ont cotisé toute leur vie, là, qui vont arriver dans 5 ans à la retraite. Et là, on change le contrat. Donc ça mine la confiance que l'on peut avoir dans le fonctionnement de notre modèle social et même des institutions de manière générale. Parce que là, quelqu'un qui a cotisé pendant peut-être 35, 36, 37, ben, on change le contrat en milieu de vie. C'est pas quelque chose... Moi, l'instabilité qu'il y a autour des retraites depuis 10 ans, avec les réformes de Sarkozy, de Hollande et maintenant de Macron, ben, ça mine la confiance qu'on a dans notre système de répartition. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas ce passage de 1,7 à 1,2 actifs pour un retraité dans 30 ans. Justement, sur le problème démographique, Elisabeth Borne, elle a dit à propos du corps, c'est ne pas dire toute la vérité aux Français quand on dit les dépenses n'explosent pas, mais ne pas dire que les recettes, elles baissent. La communication du gouvernement, c'est de miser sur la pédagogie, je les cite eux, où elle expliquait, voilà, oui, les dépenses, elles n'explosent pas, mais regardez, les recettes, elles baissent énormément par rapport à cette démographie-là. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Non, dire ça, c'est d'être très mauvaise foi, parce que le corps fait une grosse partie de ses prévisions en partie en fonction des prévisions aussi du gouvernement, de la politique du gouvernement. Quand ils disent qu'il y aura 5% de chômage, etc. Enfin, ils tiennent compte de tout ça. Donc, accuser le corps qui prend en compte en même temps les prévisions qui peuvent être parfois un peu farfelues, mais des prévisions du gouvernement qui veut baisser, par exemple, le nombre de fonctionnaires, qui veut faire en sorte de moins ou de pas trop augmenter les fonctionnaires, etc., etc. Donc, tout ça est pris en compte dans les prévisions du corps. Mais là où elle dit qu'il y a un problème de cotisation, bah, elle pointe du doigt quelque chose d'important. C'est que la question des retraites, ce n'est pas qu'une question de démographie. C'est une question aussi de cotisation et aussi de salaire. Si vous avez des salaires élevés, vous avez plus de rentrées. Donc c'est aussi ça. La vraie question, c'est aussi la question de la négociation salariale et du débat autour des salaires aujourd'hui. Les salaires sont trop faibles, plus ils sont faibles, moins vous avez de rentrées. Plus ils sont élevés, plus vous aurez de rentrées. Donc il y a aussi un vrai point à donner sur les salaires des fonctionnaires
Et puis allons plus loin même sur les emplois dont nous avons besoin dans la fonction publique, la petite enfance, etc. Parce que si nous avons tout ça, peut-être que les déficits sont résolus sans qu'on touche à rien. Les gauches, les économistes ont trouvé et proposé d'autres moyens de financement pour les retraites, tu viens de le dire. Dans ces propositions, il y a taxer le capital, taxer les infimes plus riches qui accumulent et accaparent de plus en plus de richesses, on en a bien parlé ici, taxer les super profits aussi. Et la question a été posée à Elisabeth Borne, on regarde. La NUPES a présenté des propositions de 110 milliards d'impôts supplémentaires, a présenté des propositions qui viendraient amputer le pouvoir d'achat de tous les salariés. Alors on peut vouloir répondre par des taxes, par des impôts, par des cotisations sociales plus importantes. Nous, on pense que c'est très important de préserver le pouvoir d'achat, a fortiori dans la période actuelle, y compris des retraités. Vous savez qu'il y a eu des mesures qui ont été prises dans le précédent quinquennat pour les retraités aisés, pour qu'ils contribuent notamment au travers de la CSG, pour baisser les cotisations des salariés. Et là Vous étiez revenu sur cette décision sur la CSG. Pas sur les plus aisés. Ça a permis de baisser les cotisations sociales des salariés. Il ne faut pas alourdir les cotisations sociales, il ne faut pas répondre par des impôts. Et que, effectivement, on demande aux Français de travailler progressivement plus longtemps, comme le font nos voisins, comme l'ont fait avant nous, des majorités de droite comme de gauche. Qu'est-ce que tu penses de sa réponse du coup ? Et ce qui est intéressant par toutes les solutions alternatives qui ont été proposées par des économistes ou des gens de gauche, c'est qu'on se rend compte que dans ce pays, il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans ce pays. Qui on veut prélever et où est-ce qu'on veut mettre cet argent ? Tant qu'il y a de l'argent, c'est ça l'économie, c'est la valeur que tu crées, la répartition que tu fais ensuite de cette valeur. Et il y a beaucoup de valeurs créées. Il y a beaucoup de gens qui en récupèrent. Et donc si on décide à un moment d'en prendre pour les mettre dans les retraites ou les hôpitaux ou ailleurs, c'est possible parce que cet argent est là. Et ça, c'est important de le rappeler dans la tête des gens. Et là, on refuse de faire ça et on demande aux gens de faire des efforts. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur la question, on va dire, du fonctionnement même d'un système de répartition. Un système de répartition, effectivement, c'est ceux qui cotisent, qui financent ceux qui sont à la retraite. Et donc, on dit, alors si on va chercher d'autres sources de revenus, on casse de fait le système de répartition et on passe à autre chose. Peut-être, mais même si on se passe de tout cet argent, on peut quand même rééquilibrer notre système de répartition en augmentant les salaires ou en revenant même sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est des choses sur lesquelles on peut revenir et qui permettent d'avoir des rentrées supplémentaires. On va passer à un autre thème, c'est parti. Il faut comprendre à quel point c'est blessant quand on est dans la situation de Christine, qu'on a des compétences, de l'expérience et qu'on n'arrive pas à décrocher un emploi parce qu'on est senior. Donc effectivement, il faut que les représentations, l'image qu'on a des seniors en entreprise, que les comportements, que les pratiques changent. Je peux peut-être donner juste un chiffre pour les gens qui nous regardent pour prendre la mesure de ce que représente cette problématique pour la Première ministre que vous êtes. Au moment de liquider ses droits à la retraite, près de 1 senior sur 2 n'est plus en emploi. C'est ça la difficulté. On a un taux d'emploi des seniors qui est très faible par rapport à nos voisins européens. Donc comment est-ce qu'on contraint d'une certaine manière les entreprises à l'embaucher et embaucher tous ceux qui ont envie de travailler jusqu'à 64 ans. C'est pour ça qu'on va mettre des indicateurs qui montreront, par exemple, si l'entreprise assure la formation des seniors, au même titre que les autres salariés. On sait que ça peut arriver dans des entreprises, qu'au bout d'un moment, on se dise, cette personne, compte tenu de son âge, on ne lui propose plus de formation. Oui. Donc cet index, il va permettre de mettre en évidence, de montrer les entreprises qui ont un bon comportement à l'égard des seniors et celles qui n'ont pas un bon comportement. Et vous pensez que ça va suffire ? Alors je pense qu'on doit aller sans doute plus loin. Dès à présent, si les entreprises ne renseignaient pas cet index, on prévoit une sanction financière. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et le débat de la semaine prochaine sera sans doute l'occasion de le faire en disant que les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action, elles doivent mettre en place un plan d'action qui évidemment sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions. Alors qu'est-ce que tu penses de cette création de cet index-là ? Cet index, on voit bien en fait qu'on est toujours dans la même logique de Macron, c'est-à-dire qu'on met des contraintes aux plus faibles, très fortes. Et là, on réforme dur sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur le marché du travail. Et sur ce qui concerne, on va dire, les entreprises, on les incite seulement. Il n'y a rien légalement qui les contraigne à employer des seniors. On les incite, c'est tout ce qu'on fait. Alors, c'est un peu plus fort que de les appeler seulement, comme le fait Bruno Le Maire, on appelle à augmenter les salaires, etc. Là, on les incite. Alors, c'est basé sur quoi cet index senior ? C'est basé sur ce qu'on appelle le name and shame game. C'est-à-dire que si une entreprise ne joue pas le jeu, elle se tape la honte. Bon. On voit que ça n'a jamais été efficace. Je veux dire, l'accord de Paris sur le climat a été basé là-dessus, sur cette méthode où il ne faut pas contraindre les puissants, il faut leur dire qu'ils auront la honte s'ils ne font pas.
Bon, on a vu les conséquences. Les conséquences, c'est que comme personne ne fait trop d'efforts, eh ben les efforts sont nivelés vers le bas. Et dès que vous en faites un tout petit peu plus, comme peut-être la France, qui ne respecte pas encore l'accord de Paris, mais qui en fait un peu plus que, je sais pas, les États-Unis ou tel autre pays, elle va dire, regardez, sur le climat, j'ai fait des efforts. Ben là, ça va être pareil. Tout va être tellement nivelé vers le bas qu'une entreprise va employer, mais alors légèrement un peu plus de seniors que sa copine, elle va dire, nous sommes numéro 1 sur les seniors, c'est super. Donc là, on voit très bien que c'est toujours, on est en Macronie, on est toujours là-dedans. On est dans les entreprises, il ne faut pas les bousculer, elles font ce qu'elles veulent. Il faut leur donner des cadeaux. On fait des paris qui n'ont jamais lieu. Hein. Ça va créer de l'emploi, ça n'en crée pas. On baisse les impôts de production, ça relance l'activité, ça n'en crée pas. Ça va réindustrialiser, ça ne réindustrialise pas. On est toujours là-dedans. Et on fait des contraintes sur les pauvres. Dans l'extrait, on l'entend quand même dire que peut-être elle allait discuter au Parlement de peut-être mettre une contrainte financière, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à plusieurs reprises, elle a dit peut-être. Il faut en discuter sur l'apprentissage, par exemple. Est-ce qu'on compte l'apprentissage dans des années où on valide des trimestres? Elle a dit, on va voir. On verra, on va en discuter avec les partenaires, il faut élargir, il faut voir. Voilà. Donc sur tout ce qui concerne les à côté, on va voir, on va discuter. Par contre, il y a plein d'autres choses où on ne discute plus parce qu'on sait qu'il faut faire ça, il faut économiser ces 10 milliards et toutes les propositions qui sont faites ne peuvent être acceptées que si la contrainte budgétaire de plus de 10 milliards est respectée. Justement, tu parlais de cadeaux. J'ai entendu dans l'interview la Première ministre dire qu'il pourrait, je cite, encourager à embaucher des seniors. Est-ce qu'on ne serait pas sur une nouvelle aide publique en vue là? Je ne sais pas ce qu'ils inventeraient encore comme usine à gaz, mais on sait que ce sera inefficace. Et que même si ça devenait efficace, ça inciterait les patrons à réemployer des seniors à des niveaux de salaire très faibles. Donc ce ne serait pas idéal pour les seniors. Donc soit c'est des choses dans le temps, si tu emploies 2 ans quelqu'un, tu as telle exonération, etc. Et donc ça créera un turnover entre les vieux. Soit ce sera des exonérations fiscales en dessous d'un certain salaire, ce qui incitera les entreprises à embaucher les vieux, les seniors, à des niveaux de salaire trop faibles. Elisabeth Borne, elle a du mal à dire que c'était une réforme juste, elle a eu du mal à le sortir, elle a un peu tourné autour du pot. Question pénibilité du travail, la Première ministre dit reconnaître qu'on n'est pas tous égaux devant le travail. On écoute ce qui est proposé avec la réforme sur ce thème. Pour que les gens qui nous regardent comprennent, je prends l'exemple d'un déménageur. Il a commencé à travailler à 20 ans. Il ne se voit pas forcément travailler jusqu'à 64 ans et on le comprend. Dans ce cas précis, qu'est-ce que vous lui proposez? Alors, sa situation n'était pas prise en compte dans ce compte professionnel pénibilité, mais on va couvrir d'autres causes de pénibilité que celles qui sont prises en compte aujourd'hui. Le port de charges lourdes n'est pas pris en compte puisque vous les avez retirés des critères de pénibilité en arrivant en responsabilité, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé en compte. Est-ce qu'il faut les rétablir? On avait un dispositif qui était très compliqué. Les entreprises nous disaient qu'il faut compter le nombre de minutes ou d'heures pendant lesquelles les salariés portent des charges lourdes, mais on crée un nouveau dispositif dans lequel on va identifier les métiers qui génèrent de l'usure professionnelle, qui peuvent abîmer les salariés qui les exercent. Et sur ces métiers, d'abord, on va faire de la prévention. On va mettre en place un fonds d'1 milliard d'euros pour permettre aux employeurs de mieux équiper les salariés, pour permettre aussi aux salariés de se former, par exemple pour devenir chef d'équipe ou pour permettre de passer à un nouveau métier quand on est dans un métier difficile. Donc on pourra plus facilement changer de métier. Et puis on va mettre en place une visite médicale dans la continuité de ce qu'on a porté dans le précédent quinquennat sur le suivi de la santé au travail, une visite médicale à 45 ans pour les métiers qui sont exposés à ces difficultés. À partir de 45 ans, on suivra le salarié en accompagnant l'entreprise, soit pour aménager son poste de travail, soit là encore pour se former. Et il aura une deuxième visite médicale. Et à partir de 60 ans, 60-61 ans, il aura une visite médicale permettant un départ anticipé à 62 ans. Il ira voir son médecin traitant et il dira « j'ai mal au dos, je ne peux plus être carreleur ». C'est le médecin du travail qui fera ce suivi et ça sera le médecin conseil de l'assurance maladie qui pourra lui permettre d'avoir une retraite à 62 ans, à taux plein. Qu'est-ce que tu en penses du coup là Alors là, c'est toute la contradiction de la Macronie, parce que c'est eux qui ont supprimé le compte pénibilité, qui ont supprimé un certain nombre de critères en disant que, bon voilà, on avait trop de critères en France, c'est trop compliqué, on a trop de critères. Je rappelle quand même qu'on a dépassé la Roumanie sur le nombre de morts aujourd'hui au travail. Il fallait quand même le faire. Il y avait trop de critères, etc., etc. Et puis maintenant, on sort ça du chapeau, parce que comme il faut faire passer cette réforme,
Il faut dire, écoutez, on va tenir compte de la pénibilité sur un certain nombre de personnes. Comment ? En prenant un rendez-vous dans la médecine du travail, etc., etc. Donc, on voit très bien que ça va être du cas par cas, c'est du compte-gouttes, ça. Voilà. Et on va faire en sorte que la réforme passe et paraisse plus juste. Donc, on est vraiment dans des gadgets à chaque fois. C'est comme l'index senior, c'est du gadget. Le fond, c'est quand même une réforme dure. Tout le monde l'a très bien compris. C'est pour ça que les gens y sont opposés. Et puis, on sort quelques gadgets comme ça pour faire passer la pilule. Et puis, on sort aussi quelques éléments rhétoriques, parfois qui sont faux. Juste après, il y avait un débat où Gabriel Attal, il dit 40% des gens partiront à la retraite avant 64 ans. Alors il nous dit, regardez, on ne va pas travailler plus longtemps, 40% des gens partiront à la retraite avant 64 ans. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, il y a 40% des gens qui partent à la retraite avant 62 ans. Ah oui, c'est ça. Donc, je ne vois pas en quoi il y a un gain. Donc vous voyez, on ment comme ça. On sort des chiffres, on ment. On dit, voilà, c'est 40%, donc les gens disent, en fait, ça concerne 40%, ça ne concerne pas tout le monde. Les policiers, l'armée, ceux qui sont handicapés, etc., partiront plus tôt. Mais c'est déjà le cas, 40% avant 62 ans. Donc c'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Et il profite d'une certaine complexité du système de retraite, il est vrai, pour dire un certain nombre de mensonges comme ça. Un autre thème a plutôt mis mal à l'aise notre Première ministre, c'est la question des femmes, où Elisabeth Borne n'a pas su nous dire pourquoi la réforme serait bénéfique pour elle. Est-ce que tu en as quelque chose à dire, toi, de cet extrait, où elle n'arrivait pas à répondre à la question? Oui, parce que tout le monde... il y a eu tellement de débats là-dessus après la sortie de Riester, et tout le monde a bien compris que les femmes allaient être pénalisées. Après, ce qu'elle essaie de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes et qu'avec la réforme, elles partiront plus tôt que les hommes. Et donc, cette réforme est juste. Or là, c'est un vrai mensonge. Parce que même si on ne faisait pas de réforme, on aurait cette inversion des courbes. C'est-à-dire que, parce que c'est pas du tout la même... Je veux dire, aujourd'hui, les femmes travaillent plus qu'à l'époque. Ainsi. Donc, on aurait cette inversion des courbes. Et donc là, elle utilise ça, alors même que cette réforme va faire en sorte d'amoindrir ce changement. Vous voyez ? Et elle sort ça pour dire que la réforme peut passer. Les débats sur la réforme commencent à l'Assemblée ce lundi. D'ailleurs, on y était avec le média, donc restez connectés sur les émissions Toujours Debout. Et Elisabeth Borne se dit très attachée aux discussions, aux compromis, même si on sait que le débat parlementaire sera limité, car cela passe par le PLFSS rectificatif, donc au bout de 50 jours, accord ou pas, ça passe. Bref, Thomas, que penser globalement de cette interview et de la réforme qui va commencer? En fait, ce qu'on voit dans les sondages, et je suis un peu traversé par ça aussi, moi, à titre personnel, c'est qu'on voit que les gens sont contre, majoritairement contre, quasiment 60-70%. Ils se disent que le gouvernement va quand même la passer. Et moi, je suis persuadé qu'il va la passer. Il faut aller jusqu'au bout, il faut lutter jusqu'au bout. La gronde monte et on sent que le gouvernement est de plus en plus gêné. Il y a de plus en plus de débunkage d'économistes, etc. autour de cette réforme. Et dès le début, on savait que cette réforme, tout le monde allait y perdre parce qu'elle n'avait qu'un seul but, c'était de faire des économies. Voilà. Des économies de cadeaux aux entreprises. Il ne faut jamais l'oublier, ça c'est Macron lui-même qui l'a dit, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Mais ils vont aller jusqu'au bout parce que en fait, dans leur vie personnelle, ils ne sont pas impactés par ça. Je veux dire, même Madame Borne, elle est née avant. Donc elle est née, je crois, quelques mois avant, juste avant le début des gens concernés. Elle n'est pas impactée. Puis de toute façon, ces gens ne seront pas impactés par ça parce qu'ils ont du patrimoine, ils sont très riches. La retraite, c'est rien, c'est un argent de poche pour eux. C'est pas ça qui leur assure leur retraite. Et puis après, dans leur vie de tous les jours, ils ne sont pas impactés par ça. Les gènes de transport, les pertes de salaire et tout, ils ne connaissent pas. Et c'est des partis, je veux dire, En Marche, c'est un parti aujourd'hui qui n'a pas d'élus locaux, énormément. Pas de motion, il n'y a pas de majorité à avoir, comme c'était le cas à l'époque même de Sarkozy, où il y avait quand même des maires qu'il fallait garder, qui avaient des remontées de terrain difficiles. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est des gens qui se sont fait élire sur un coup comme ça, c'est des gens de cabinet qui n'ont jamais trop été sur le terrain, et donc ils s'en foutent, ils sont déconnectés. Donc moi, ça me fait très peur. Je pense qu'ils vont passer, mais s'ils passent, qu'est-ce qui va se passer après? Les gens sont tellement vent debout, ils sont tellement mobilisés, que je pense qu'après, c'est un risque même pour le gouvernement, parce que ça peut aller plus loin. On peut monter d'un cran. Vous voyez, donc il ferait mieux là de discuter et d'écouter la rue, plutôt que de jouer comme ça le bras de fer, parce que derrière, ils ne savent pas sur quoi ça va amener. On suivra ça, tout ça, évidemment. Ouais. Merci Thomas. Merci. Sachez chez vous que cela fait déjà 4 mois que nous tenons le défi d'être diffusés en 24/7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous. Le média, votre média, ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 € par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous et on arrive, je l'ai dit, avec des nouvelles très vite. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partages et pubs autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.